Le roi Charles. Le roi Charles, oui. Avec la robe au State, donc vous le disiez, Oui. long manteau de brocart rouge bordé d'hermine. Oui, qui est le manteau d'État. Et alors je pense qu'il va être accueilli par les 3 ducs qui ont la responsabilité de remettre du les couronnement, régalias. de remettre les régalias, qui sont le duc de Buccleuch, le duc de Wellington et le jeune duc de Westminster. Des joyaux donc de la couronne et britannique. qui vont porter les régalias, puisque la procession va être accompagnée donc des régalias et va être précédée. Ben voilà, la princesse de Galles. Il faut peut-être préciser les régalias, peut-être tous. Oui, c'est les joyaux de la couronne britannique. Les joyaux de la couronne, voilà. Oui. Enfin, oui. C'est plus que les joyaux, enfin ce sont les emblèmes du couronnement. À la princesse de Galles qui a un étonnant diadème. Et justement, quelle va être la place là? Parce que Charles, il accède au trône à 74 ou 75 ans. Il est né en 58, donc il a 74 ans. Il a 74 ans encore. Voilà, il est tout près de ses 75 ans. Très actif, il est pas loin de ses 75 quelle va être la place du prince William, le prince de Galles, futur roi, elle va qui a être 41 croissante, ans? mais je pense que c'est tout le problème du roi Charles, qui ne veut pas être un roi intérimaire et qui veut vouloir... il a en gros une quinzaine d'années devant lui pour véritablement marquer l'empreinte de son règne. Donc il a Enfin, si Dieu lui prête vie. Si Dieu lui prête vie. Mais en gros, il a 10 ans devant lui. Entre 75 et 85 ans, on peut encore faire beaucoup de choses. À notre époque, on est encore jeune. Mais il est certain que son règne ne durera pas 70 ans. Et que le prince et la princesse de Galles vont avoir un pouvoir, des fonctions croissantes. Mais ils se donnent déjà beaucoup de mal, ils sont extrêmement actifs. Et la princesse Anne, qui donnait une interview à la radio canadienne il y a quelques jours, regrettait un petit peu qu'on réduise la famille royale, parce qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup de travail à faire et que sa génération commençait à vieillir. Et elle a dit ça avec beaucoup de bon sens et elle soutient énormément son frère. Mais elle trouvait que sur ce point-là, réduire la famille royale alors qu'elle a besoin d'énormément de visibilité, c'était quelque chose qui allait imposer aux membres restants beaucoup de travail. Donc là, le roi est en train d'attendre à l'extérieur de l'abbaye de Westminster avant de faire son entrée. Et donc on a aperçu, il me semble, la couronne impériale d'État qu'il portera à la fin de... la cérémonie. Et là, je pense que c'est la couronne de Saint-Édouard, non, qui est portée. Alors, je ne sais pas. Oui. Alors, je ne vois pas très bien. C'est la couronne de Saint-Édouard, donc on me le confirme, qui date du XVIIe siècle et qui va être donc posée sur la tête du roi. C'est la couronne du couronnement. Qui a un caractère sacré. Oui, mais alors, pour l'anecdote quand même, puisqu'il s'agit de Charles III, en fait, cette couronne a été confectionnée pour Charles II, et puis parce que le premier Charles Ier, lui, ça s'était très mal terminé pour lui, et les parlementaires, en fait, à l'époque, c'était, je crois, en 1650, avaient en quelque sorte désossé la précédente couronne, et donc cette couronne date de 1660-61 pour Charles II. Mais c'est le cas, en fait, de tous les régalias que nous allons voir. Lors de la période républicaine, en 1649, Cromwell décide de faire fondre la totalité des régalias, et donc ils vont être reconstitués après, en 1661, pour le sacre de Charles II. Alors, on aperçoit un des pages du roi, c'est son petit-fils, Georges, que l'on aperçoit. Ah oui, en effet, qui est le futur roi d'Angleterre. Le futur roi, après William, dans quelques années donc. Mais... Vous disiez sur les régalias, Éric Mention-Rigaud. Et en fait, alors cette couronne de Saint-Édouard a été donc reconstituée au XVIIe siècle pour le sacre de Charles II, mais elle s'inspirerait d'une couronne qui était celle celle qui existait avant et qui serait celle qui aurait servi pour le couronnement d'Édouard le Confesseur. C'est une couronne qui ne comporte pas de pierres historiques, ni même, enfin ce sont des pierres semi-précieuses. Elle est très lourde, elle pèse 2 kilos, c'est pour ça qu'elle n'est utilisée uniquement au moment du sacre, et le roi changera de couronne pendant le Te Deum final, et il ira dans la chapelle de Saint-Édouard pour changer de couronne, et
sortir de la cathédrale avec la couronne impériale d'État qu'il portera pour chaque ouverture du Parlement. Alors cette couronne impériale d'État qui a été réalisée pour le couronnement de George VI, mais qui reprend celle qui avait été faite en 1837 pour le couronnement de la reine Victoria, comporte, elle, des pierres très historiques, puisqu'elle est surmontée du saphir d'Édouard, qui serait le saphir qu'Édouard le Confesseur portait sur son anneau le jour du couronnement à Pâques 1043. Et cet anneau a été retrouvé au siècle suivant, au XIe siècle, lorsqu'après sa canonisation, on a sorti son corps pour le transférer dans un tombeau plus important. Et c'est ce saphir qui se trouve au sommet de la couronne impériale. Et la couronne impériale d'État a deux autres pierres historiques, le rubis du prince noir, qui aurait été porté à la bataille d'Azincourt, et le saphir Stuart, qui est de l'autre côté de la couronne et qui est connu depuis le XIIIe siècle. Et le rubis du prince noir comporte en dessus le fameux Cullinan II, ce diamant exceptionnel de 3000 carats qui a été découvert au début du XXe siècle et qui sera offert par le Transvaal pour l'anniversaire d'Édouard VII en 1907. 1906, et qui va être transformé en 9 pierres. Le Cullinan I qui est sur le sceptre, que nous verrons tout à l'heure, le Cullinan II qui est sur la couronne impériale d'État, les Cullinans 3, 4 et 5 qui vont être sur la couronne de Camilla, et les autres morceaux que la reine avait l'habitude de porter en broche. Oui. Alors c'est évidemment un moment très solennel. Oui, la reine a l'air très émue. Alors la reine marche devant le roi. Oui, parce que le roi arrive en dernier. D'accord. C'est le roi Charles qui a choisi toutes les musiques pour la cérémonie? Alors, nous entendrons quand même des musiques qui font partie du couronnement, et en particulier Zadok the Priest, qui est quelque chose aussi, l'hymne du couronnement. Et il y a en effet un certain nombre de morceaux de musique qui ont été commandés spécialement. Oui. Oui, c'est-à-dire que là aussi, il a voulu mêler tradition et modernité. Tradition, il a laissé les musiques qui accompagnent nécessairement cette cérémonie. Et puis, il a voulu aussi qu'il y ait des musiques... C'est sûr qu'en 53, on voyait arriver une jeune reine de 26 ans. Là, les choses sont très différentes. L'image est très différente. Mais même s'ils sont bien conservés pour leur âge. Bien sûr. Mais voilà, on a l'impression de la sagesse du roi Salomon qui entre dans Westminster. Alors qu'en 1953, Churchill, qui avait une très forte conscience des événements historiques, avait voulu que cette jeune reine incarne le renouveau de l'Angleterre. La défaite de 1945 était encore récente. En 47-48, l'Angleterre venait de perdre l'Empire des Indes. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'en 53, l'Angleterre était encore sous rationnement. Et la semaine du couronnement, Churchill avait autorisé qu'une livre de sucre supplémentaire soit vendue aux familles anglaises. Donc là, il y avait vraiment une volonté de renouveau, de faire renaître l'Angleterre après le drame de la Seconde Guerre mondiale. Là, les choses sont très, très différentes. Oui.